Normalement, je fais des capsules vidéo sur des sujets qui peuvent être très précis ou des phénomènes humains très spécifiques avec des solutions puis un plan de match spécifique aussi. Mais aujourd'hui, je pense que je dois aborder quelque chose qui est au contraire, qui est immense, qui est moins spécifique, mais particulièrement important. Comme vous avez sûrement pu le constater, l'actualité est assez explosive depuis déjà plusieurs mois et il y a plusieurs phénomènes sociaux et des thèmes sociaux tout aussi explosifs qui se succèdent les uns après les autres et dont la plupart sont reliés à différentes formes de protestation, de manifestations de toutes sortes. Et malheureusement, plusieurs dégénèrent. Et un des éléments incontournables qui concerne les protestations, eh bien, c'est le port du masque, qui prend des proportions absolument incroyables. En fait, on est très surpris de cette réaction-là envers le masque. On se dit, mais là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, calmons-nous, là, c'est juste un masque. Mais c'est ça la complexité, c'est que pour ceux qui protestent contre le port du masque, c'est pas seulement un masque. C'est un masque qui est relié aux toutes sortes de choses, comme les théories du complot, la manipulation du gouvernement, on croit pas les recommandations médicales, on met en doute les informations qui sont diffusées sur le masque, on utilise les contradictions des autorités, dont Dr Arruda et autres incohérences de la part de la structure hiérarchique en place pour invalider le masque. Et ça fait même ressortir le doute que le COVID existe réellement, que c'est une menace réelle, pas un complot en lui-même, etc. J'ai reçu plusieurs demandes sur mon analyse, mon interprétation de ce qui se passe dans cette situation-là concernant le masque. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelques variables que je trouve très importante dans la phase sociale dans laquelle on est plongé, qu'on le veuille ou pas. Premièrement, la réaction face au masque est beaucoup plus complexe qu'on pense et on aurait tort de la banaliser selon moi parce que c'est symptomatique d'autre chose. La situation des masques, ça comporte plusieurs variables communes à d'autres enjeux et d'autres conflits actuels qui ont lieu pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Je vous laisse le soin de trouver lesquels. Donc, il y a plusieurs enjeux actuels qui ont des racines communes. Et ça, c'est très important. Dans un premier temps, je tiens à dire que lorsqu'un phénomène social apparaît, c'est-à-dire un phénomène qui implique plusieurs personnes, plusieurs individus, eh bien, ça implique évidemment la psychologie, mais ça implique beaucoup d'autres phénomènes très complexes en soi. Différents phénomènes sociaux, des variables politiques, des variables économiques et aussi des variables historiques. Et donc, pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau social, pour comprendre ce qui se passe au niveau des masques, ça prend forcément plusieurs niveaux d'analyse. Donc, concernant les masques, il y a effectivement une synergie de facteurs qui sont impliqués là-dedans. Alors, il faut faire un peu d'histoire, il faut faire un peu de politique, un peu de philosophie, un peu de psychologie pour voir un peu plus clair là-dedans. Pour mieux comprendre les protestations contre les masques, j'aimerais, pour ce vidéo aussi, m'attarder sur 3 axes de discussion principaux. Le premier, c'est à propos du courant qu'on appelle le postmodernisme. Le deuxième axe, c'est à propos des médias sociaux et de leurs impacts, leur fonctionnement. Et le troisième concerne la psychologie, les effets psychologiques individuels de tout ça mis ensemble. Donc, le premier facteur dont on ne parle pas beaucoup au Québec, dans les médias québécois, c'est un courant qu'on appelle le postmodernisme. C'est selon moi, c'est probablement
le sujet le plus important sur lequel on devrait tous discuter activement actuellement. C'est un très gros sujet, mais disons que pour le propos de cette vidéo-là, je vais aller à l'essentiel, si vous me permettez. Et je vais vous inviter, d'ailleurs, à lire et vous passionner à propos de ce sujet-là, qui est le postmodernisme. Donc, le postmodernisme, c'est un courant social. Et il y a la particularité de mettre de l'avant un doute général envers la raison, envers la rationalité, envers la connaissance rationnelle, comme la science. Et c'est un courant qui se positionne contre toute forme de hiérarchie. Donc le postmodernisme, ça implique une remise en question générale de tous ces éléments-là. C'est un courant de pensée qui a pris de plus en plus de force vers la fin des années 90. Ça commençait avant, bien entendu. Et il est issu de ce qu'on appelle les penseurs du soupçon et du complot. C'est des philosophes qui ont réagi, entre autres, à l'industrialisation, à la science, et ont voulu remettre les systèmes humains en question, en fait. C'est ça, les philosophes du soupçon. Et certains de ces philosophes-là sont très fortement associés au postmodernisme, comme Paul-Michel Foucault, qui est très connu là-dedans. Karl Marx, bien évidemment, qu'on connaît très bien, qui est à l'origine du marxisme et qui essentiellement prône une société sans classe sociale. Et dans ce sens-là, le marxisme défend l'idée que les hiérarchies humaines ou les structures hiérarchiques sont, par définition, des structures d'oppression. Et ça, c'est vraiment important parce que tout dans l'univers fonctionne par hiérarchie. L'énergie elle-même dans l'univers est organisée en hiérarchie. Les cellules sont organisées en hiérarchie. Donc, dire que la notion de hiérarchie, c'est une invention humaine, et ben, c'est faux. Et dire que les hiérarchies représentent le mal, ben, c'est non seulement faux, mais c'est aussi grave. Et c'est très important parce que le postmodernisme actuel, tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est considéré comme une forme d'extension à la philosophie marxiste. Et c'est aussi un peu normal parce que les courants sociaux tirent leur fondement dans la pensée humaine, dans le cerveau humain. Et les courants, ben, dans l'histoire, ils vont et ils viennent. OK? Donc, ça va par vague. Donc, c'est très important de retenir ça. On est dans cette vague-là, là, présentement. Mais juste avant le postmodernisme dans lequel on vit en ce moment, il y avait le modernisme. Donc, le modernisme, c'est relié à la recherche de la vérité, d'une vérité ou des vérités objectives. D'où la méthode scientifique qui a été créée et perfectionnée pour ça, pour créer les choses qui nous entourent en ce moment et dont on profite quotidiennement pour notre qualité de vie et qui étaient toutes absentes il n'y a même pas 400 ans. Donc ça a été créé, le monde qui nous entoure, à force de retrouver les connaissances qui sont les plus fiables, donc les choses les plus proches de la vérité. Et c'est le but de la méthode scientifique qui vise essentiellement à mieux comprendre le monde, faire face à nos défis, puis après ça, trouver des solutions qui marchent. Et les humains comprennent le monde et se repèrent dans le monde en essayant de trouver ce qu'il y a de plus vrai, ce qu'il y a de plus fiable. Et le but de la science, ben, c'est de se rapprocher de ce qu'il y a de plus vrai, même si, bon, on s'entend dans l'absolu, c'est pas vraiment possible de dire que quelque chose est vrai dans l'absolu, mais c'est quand même possible de progresser sur ce qu'il y a de plus vrai. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est rendu à profiter de tout ce qu'on a créé aujourd'hui, et aussi de s'éloigner de ce qu'il y a de plus faux, illusoire, de ce qui est plus biaisé, de ce qui n'est pas vrai. Donc, s'éloigner de ça pour se rapprocher de ce qui est de plus vrai. Parce que, essentiellement, c'est ça, le progrès. Le progrès consiste à mieux comprendre le monde et construire ensemble, à partir de connaissances fiables, le monde dans lequel on a le goût de vivre. Et ça, c'est une contribution du modernisme. Donc, la réaction au modernisme, c'est le postmodernisme, ce qui est complètement à l'opposé. C'est classique, hein? Un courant puis un post-courant va toujours viser l'autre côté. Là. C'est un grand classique. Donc, présentement, on part de la rationalité moderne, mais maintenant, on bascule actuellement dans le postmodernisme,
qui est caractérisé par le fait qu'il n'y a pas de vérité objective. Donc, selon ce courant-là, ça n'existe pas une vérité. Selon le postmodernisme, tout ce qu'il y aurait, ce serait des vérités subjectives. Comme le postmodernisme est contre toute forme de hiérarchie, ça revient à dire que chacun a sa vérité et que ces vérités-là sont égales les unes aux autres. Très important. C'est-à-dire que toutes les opinions, toutes les idées sont égales en termes de valeur les unes aux autres. OK? Par exemple, moi, je dis quelque chose, je pense quelque chose ce matin, c'est ma vérité. Point. Ça finit là. Donc, ce courant-là, ce que ce courant-là amène, c'est que la vérité et la réalité objective, ça n'existe plus. C'est une illusion. Et il n'y aurait que des vérités et des réalités subjectives. Donc, la réalité, c'est maintenant un concept qui est flexible. Et c'est non seulement flexible, mais c'est une pure création individuelle. Donc, en gros, la réalité est celle qu'on veut qu'elle soit dans l'instant présent. Donc, vous comprenez que dans un courant comme celui-là, tout devient critiquable sans aucune compétence. La science est critiquable si elle est contraire à notre propre subjectivité, notre vérité subjective. La géographie, c'est critiquable, contestable. La physique, la santé, la médecine, la psychologie, tout ça, c'est critiquable par n'importe qui. Aussi, les faits ne sont plus importants dans le postmodernisme parce que c'est la vérité subjective qui compte. Donc, tout tourne autour de l'opinion individuelle spontanée. Tous les points de vue sont égaux, en tout temps, indépendamment des faits ou des connaissances fiables. Par exemple, le point de vue d'un cardiologue à propos de la santé a la même valeur que le point de vue d'une autre personne qui n'a absolument aucune connaissance dans ce sujet, mais qui est sûre de ce qu'elle dit. C'est exactement considéré pareil. Donc, le postmodernisme, c'est faire abstraction des connaissances et des faits. C'est faire abstraction des repères communs, des connaissances que les humains ont bâties au fil des siècles et des millénaires, et c'est nier des repères dont on a besoin pour se comprendre les uns les autres, des connaissances fiables, des repères fiables, pour qu'on puisse travailler en équipe, avancer de façon confiante, avancer en équipe. Parler du postmodernisme, c'est très important parce que ça a des répercussions qui sont immenses et extrêmement concrètes sur notre vie, dans notre vie individuelle, mais aussi sur des dynamiques sociales, les relations interpersonnelles et même l'économie. Et on en est témoin depuis plusieurs semaines déjà. Comme une réalité subjective est reliée à un sentiment ou une impression personnelle, ça veut dire que dans ce contexte-là, on peut transformer directement une émotion ou une perception à une vérité subjective. Donc, on peut faire cette conversion-là instantanément. Et aujourd'hui, c'est rendu tellement fort qu'on peut imposer nos vérités subjectives aux autres. Ça veut dire qu'on peut créer une vérité ou des réalités, on peut s'en servir à nos fins et on peut aussi les imposer aux autres et on peut créer des conséquences chez les autres. Et tout ça basé sur la vérité qu'on vient de créer, mais qu'on est sûr qu'on a le droit de créer, selon ce courant-là. Donc, par exemple, si moi je décide, ou si j'imagine qu'une personne, qu'une instance, qu'une structure, qu'un groupe est responsable de ce qui se passe dans ma vie, si je suis sûr de ça, ça devient ma vérité. Et par conséquent, cette personne-là, ce groupe-là, cette structure-là devient immédiatement responsable de mon état. Donc, avec des réalités subjectives, on s'approprie le pouvoir de créer des oppresseurs. Et le problème, c'est que tout ça est complètement indépendant des faits ou des repères communs qui nous permettent de nous organiser entre humains dans une société. C'est ça qui se passe en ce moment. Cette idée-là de vérité subjective et de déni des faits crée énormément de chaos et on en est témoin présentement.
et ça ne fait que commencer. Non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. C'est pas un phénomène isolé au Québec. Un phénomène comme celui-là n'a pas tendance à créer des solutions. C'est pas basé sur le fait d'avancer et trouver des repères communs. Au contraire, ça a plutôt tendance à amplifier les conflits, amplifier les sentiments d'injustice et amplifier les divisions sociales. Bon, les courants en général, comme le postmodernisme, ce sont des phénomènes très implicites, je dirais, qui s'installent dans la pensée, dans le tissu social très progressivement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que c'est pas évident à mettre le doigt dessus. C'est pas conscient. Les gens ne se rendent pas compte de ça consciemment. Donc, il n'y a pas personne qui se lève le matin en se disant « Tiens, je vais essayer d'être le plus postmoderne possible et je vais essayer d'anéantir les repères communs et de créer des réalités subjectives et les imposer aux autres. » Tu sais, ça relève pas d'une intention consciente, là, en ce sens-là. Et ça relève pas non plus d'une intention malveillante, ce qui est très important. Au contraire, le postmodernisme est très relié au tout le phénomène de la justice sociale. Okay? Donc, c'est important de mentionner ça, que c'est indépendant d'une intention malveillante. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Et un courant crée une façon de penser qui s'installe et le cerveau s'en rend pas compte. C'est le propre des courants. C'est un peu difficile à cerner, à saisir, mais quand on regarde les 30 dernières années, là, on est capable de voir que c'est de plus en plus fort. Donc, la pensée postmoderne n'est pas apparue du jour au lendemain. Et ça vient en partie du contexte social, mais ça vient aussi de l'éducation qu'on a eue de nos parents et des modèles qu'on a eus. Donc, si nos parents nous ont implanté, nous ont montré des idéologies de type postmoderne, c'est normal qu'on ait grandi avec une vision du monde comme ça. Parce que c'était déjà présent dans les années 70-80, ça se faisait déjà sentir. Donc, si on résume le postmodernisme, ça veut dire qu'on rejette, le postmodernisme rejette la raison, parce qu'elle est perçue comme étant biaisée par l'élite sociale oppressante, donc la hiérarchie oppressante, dont la science fait partie, parce que la science est considérée comme étant l'extension de la structure hiérarchique oppressante. Le postmodernisme rejette aussi la binarité, qui est aussi considérée oppressante et doit donc être éliminée. La binarité, ce sont des repères qui fonctionnent en dyade, comme par exemple le vrai du faux, le bien et le mal, le masculin et le féminin, la société et l'individu. Donc, c'est comme une espèce de polarisation qui est rejetée systématiquement par les idéologies qui sont postmodernes. Donc, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas ces éléments-là. Là. Donc, ces repères-là, ils sont rejetés également. Évidemment, le rejet des hiérarchies. C'est typiquement postmoderne, parce que les hiérarchies sont toujours associées, malheureusement, à de l'oppression. Et bien évidemment, le rejet des connaissances puis des faits. Parce que, selon le postmodernisme, les faits et les connaissances sont des créations faites par les structures hiérarchiques oppressantes. Donc, si on analyse les fondements du postmodernisme et la raison dont c'est vécu dans une société, on voit que ça crée toutes sortes d'idéologies qui mettent constamment à l'avant-plan un narratif de ce qu'on appelle d'oppresseur opprimé. C'est-à-dire que le monde se réduit en une dynamique sursimplifiée qui est de bourreau-victime. Et c'est normal parce que, comme tout est remis en question, que les repères fiables sont rejetés, que tout a une connotation d'abus et d'oppression, ben, c'est pas surprenant que ce courant-là donne lieu à de la victimisation contre à peu près tout. Et ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à la victimisation pathologique, dont je vais parler un peu tantôt. Et c'est extrêmement délicat, cette condition-là, et comme ce qui se passe en ce moment, parce que ça devient difficile de dialoguer et d'exprimer des idées, des opinions, parce que tout est offensant, tout est oppressant. Donc, ce qu'on voit avec les masques, c'est en partie l'expression de cette lutte-là
oppresseur-opprimé, cette lutte-là contre le gouvernement qui serait fondamentalement oppresseur par définition, manipulateur et abusif par définition, contre le peuple qui serait victime. OK, ça c'est un facteur. Deuxième facteur qui s'ajoute, les médias sociaux, qui jouent un rôle absolument spectaculaire en ce moment. Et c'est un autre facteur qui va exacerber les moteurs du postmodernisme. On est actuellement inondé d'images et d'informations. Et ce qui est difficile dans les médias sociaux et Internet en général, c'est de différencier les informations fiables, réelles, de celles qui ne le sont pas, ou celles qui sont des pures distorsions. Et même s'il y a des campagnes de sensibilisation disant qu'il faut vérifier les informations avant de les partager, ça ne fonctionne pas vraiment parce que le courant est tout simplement trop fort. Les émotions sont trop fortes. Et c'est pas un phénomène qui est vraiment réversible non plus selon moi et selon d'autres également. Donc, les médias sociaux renforcent cette confusion-là entre la réalité et les fausses informations. Donc, encore une fois, ça renforce le concept de réalité subjective. On revient toujours à ça. Donc, tout est vrai si je le pense ou si je le dis. Et maintenant, je peux le diffuser. Et ça a des conséquences très graves. Les médias sociaux décuplent le sentiment que la réalité n'existe pas vraiment et que tout est une question de point de vue et que tous les points de vue sont égaux ou s'équivalent dans l'absolu ou méritent une attention égale. Ça décuple le sentiment que toutes les informations ont une valeur et une validité égale. Et le manque de discernement entre la vérité objective et subjective décuple le sentiment d'être manipulé, bien entendu, parce qu'on ne sait plus sur quoi se fier. Donc, l'une des conséquences de ça, c'est que ça décuple donc le phénomène d'hyper-victimisation dans toutes les causes, ce qui est normal. Et ça renforce le narratif d'oppresseurs, opprimés également dans tous les sujets et dans toutes les causes, et qui viennent mettre de l'ombre sur des phénomènes réels qui méritent notre attention, puis des solutions concrètes. Donc, il y a comme des phénomènes qui existent, puis là, sont enrobés de postmodernisme, qui vont constamment brouiller les cartes. Donc, les faits et les idéologies sur les médias sociaux sont constamment entremêlés. Et ce qu'on voit avec les médias sociaux, c'est aussi une caractéristique propre du postmodernisme. Et ça s'appelle l'hyper-réalité. Ce concept-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne entre la réalité et les médias, ou la réalité ou la fiction. La réalité est celle qu'on veut qu'elle soit. Et ça va très bien avec le concept de vérité subjective, évidemment. Actuellement, les médias sociaux font croire quelque chose plutôt que de baser l'image sur un contenu qui est réel. Donc, c'est l'image qui est la priorité et non le contenu réel. Donc, faire croire quelque chose est plus important que l'existence d'un réel quelque chose à la base. Donc, on veut s'exprimer, on veut partager des choses, mais parallèlement, les informations qu'on véhicule détruisent la confiance entre les gens et affectent négativement le tissu social. Et on est tous là-dedans, là. Je me suis d'ailleurs fait dire récemment, Guillaume, je m'en fous de ta science et de tes statistiques et que cette réalité-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez la formulation, ta science, tes statistiques, comme si ça provient d'une spontanéité dans l'instant présent, comme si ça provient d'une improvisation, comme si les faits, c'est issu d'absolument rien. Donc, ça parle, ça, cette formulation-là. Comme si j'aurais inventé de la science moi-même, comme si j'ai inventé des faits, comme si j'ai inventé des données statistiques ou scientifiques, comme si c'est une improvisation. Donc, actuellement, la science est un élément oppresseur en lui-même, malheureusement. Et le but de la science, ça n'a jamais été ça. Ce n'est pas ça le but de la science, c'est plutôt l'opposé. C'est créer des repères communs, fiables,
pour que les humains puissent comprendre des règles communes, puissent travailler ensemble pour avancer, pour qu'on puisse résoudre des problèmes qu'on n'a pas résolus avant, mais maintenant qu'on puisse les résoudre de façon cohérente, de façon durable. C'est ça l'idée là, de la science. Donc, le courant postmoderne actuel rend absolument normal le fait d'être offensé par la réalité, d'être victime de la réalité, de ceux qui en parlent, victime des chiffres, des faits. Et donc, si tu parles de faits, si tu parles de science ou de statistiques qui ne font pas l'affaire de gens ou qui est à l'encontre de la vérité subjective d'une personne ou d'un groupe de personnes, tu es déclaré oppresseur comme ça. Et c'est très dangereux. Et particulièrement dangereux parce que les humains avancent avec la communication et le dialogue. Et le courant actuel empêche le dialogue parce qu'il crée des oppresseurs et crée des conséquences hautement négatives à ceux qui sont déclarés comme étant oppresseurs. Tu sais, je fais juste rappeler Olivier Bernard, le pharmacien, qui a reçu des menaces de mort pendant, je ne sais pas combien de temps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois même, quand il a dit que les injections de vitamine C n'avaient pas de résultat. Ou quand il a dit que le jus d'orange le matin, c'était pas si santé que ça. Ou que, je pense après son passage à Tout le monde en parle, il avait réitéré l'inefficacité clinique de l'homéopathie. Il a reçu des insultes, des menaces de mort pendant des mois. Donc, dans un contexte comme ça devient de plus en plus difficile de s'exprimer librement, d'accéder à la liberté de parole, la liberté d'expression, parce que tout ce qui est légèrement offensant serait une preuve d'oppression, et donc d'oppresseur. Et le problème, c'est que la communication humaine, c'est fondamentalement une prise de risque, c'est-à-dire le risque de créer des émotions négatives. C'est ça aussi un dialogue. C'est une certaine zone de contrariété qui est justement saine. C'est ça l'idée du truc, là. Et encore plus de parler de science, parce qu'on se transforme rapidement en oppresseur en parlant de science. Très rapidement. Et je le rappelle, ce qui se passe en ce moment, c'est très, très dangereux. Surtout pour ceux qui travaillent en sciences et qui ont un parcours scientifique. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui crient le plus à la justice sociale et qui revendiquent le plus sont eux-mêmes offensés par des discussions, par des dialogues. Et les gens qui militent contre le masque, pour eux, ils militent pour une cause. Ils militent pour leurs droits. C'est pas une blague, là. C'est sérieux. Et ils se sentent, là, honnêtement et authentiquement victimes du gouvernement. Et il y a toutes sortes de gradations. Ça peut aller jusqu'au complot mondial, les Illuminati, OK? Et des groupes ou les anti-masques publient et partagent toutes sortes de choses sur les médias sociaux et ils consolident leur idéologie entre eux. Et Facebook et les médias sociaux augmentent ça parce que les réseaux sociaux voient le genre d'intérêt et ils veulent builder up l'autoconfirmation de ces faits-là. Donc, ça aide vraiment pas. Mais encore une fois, c'est une tendance générale et non spécifique qui est pas exclusivement reliée au masque. Hein. C'est quelque chose qui est latent, c'est quelque chose qui est présent. Et le problème supplémentaire est que ce type-là d'idéologie de victimisation multiplie les liens flous et trouve toujours des nouvelles façons de démontrer l'oppression de façon encore plus générale et floue. Par exemple, le port du masque, c'est relié à de multiples complots. Des complots généraux avec les instances gouvernementales, mais aussi qui est relié au complot du vaccin, qui est relié au complot de la 5G, qui est relié à toutes sortes d'autres choses. Donc, les sujets sont constamment imbriqués les uns avec les autres et c'est sans fin parce qu'ils sont tous spéculatifs. La victimisation pathologique, c'est une logique circulaire qui est auto-confirmatoire. Et probablement que vous avez déjà essayé, mais
une personne qui fait partie d'un groupe qui se sent victime est quasiment impossible à raisonner. Impossible. Peu importe les arguments, les faits, les preuves, les statistiques, les chiffres, les avis scientifiques, il n'y a rien qui est valide. Soit que les faits comptent pas, soit que les faits ou la science sont pas valides parce qu'elles sont créées par des oppresseurs. Donc, c'est toujours autoconfirmatoire. On est toujours dans une boucle et on ne s'en sort pas. Le postmodernisme crée des idéologies extrêmement victimisantes, mais surtout hermétiques, puis extrêmement résistantes au dialogue. Et c'est ce qui rend le dialogue carrément impossible. Et c'est donc un gros problème. Il y a plusieurs échelles qui existent, des échelles de mesure très, très connues et fiables qui indiquent de la victimisation pathologique, mais aussi qui sont prédicteurs de victimisation, de sentiments d'oppression. Entre autres, une qui est très utilisée dans le trouble obsessionnel compulsif. Ça s'appelle l'échelle de confusion inférentielle, qui est très utilisée. Et ça mesure la tendance d'une personne à confondre la réalité du monde réel des possibilités. Donc, réalité versus possibilité. Et plus une personne confond la réalité et les possibilités, plus elle est rigide. Et cette rigidité-là, c'est prédicteur d'une pathologie. Maintenant, j'ai beaucoup de clients en individuel et je peux vous dire que tout ça, ça a des conséquences psychologiques très réelles, très importantes au niveau individuel. La trame de fond dont je parle présentement augmente le doute de soi, augmente la victimisation, le sentiment d'être opprimé et de ne pas pouvoir s'en sortir dans ce monde-ci. Donc, beaucoup de détresse. Ça augmente la division entre les gens, ça augmente la tension entre les groupes, ça diminue la qualité des relations, ça augmente le sentiment d'impuissance générale, ça affecte le sens de la vie elle-même, parce que si tout est flou, si rien est vrai, si tout et rien est valable, si tout ce qui est autour de soi, c'est une forme de pression, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire confiance en quoi que ce soit. Et ça augmente l'impuissance. Et l'impuissance, ça augmente l'anxiété, ça augmente la dépression, le burn-out, parce qu'on n'a plus de repères. Il n'y a plus rien en quoi on fait confiance. Tout est une menace. Donc, en discutant d'ailleurs avec plusieurs collègues puis amis psychologues, on remarque des choses qui sont communes au niveau de la pratique privée. La difficulté grandissante, de plus en plus marquée, d'accéder au sens de sa vie, à quoi ça sert de vivre dans ce monde-ci, à faire des choix satisfaisants, à avoir des relations, puis investir dans des relations constructives. Le courant actuel met les clients très revendicateurs de droits, mais peu enclins à prendre des responsabilités puis à l'affronter des défis personnels pour leur propre vie. Et parce que la cause de leur détresse ou du malheur est toujours dans l'environnement, est toujours causée par une oppression externe qui les neutralise et qui fait augmenter l'impuissance. Parce que le sens émerge quand on a confiance dans quoi on s'investit. Le sens arrive quand on se vulnérabilise dans quelque chose qu'on sent qui vaut la peine. Puis pour savoir ce qui vaut la peine, ben ça prend une hiérarchie. Ça prend une hiérarchie de valeurs. Puis une hiérarchie, c'est juste une structure qui détermine les choses plus importantes, les choses moins importantes. Mais ça prend absolument ça pour faire des choix puis créer du sens dans sa vie. Et les gens qui sont le plus en opposition contre tout, contre toute forme de hiérarchie, sont beaucoup plus victimes de tout et souffrent beaucoup plus et sont beaucoup plus à risque de dépression et de troubles anxieux multiples. Et moi, personnellement, être témoin de ça, ça me fait peur, mais ça me fait aussi très souffrir de voir ça parce que on est très en dessous du potentiel humain. C'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Et mon opinion est que on entre dans une phase qui est très risquée, pour ne pas dire dangereuse, parce que plus que jamais, on a besoin, nous les humains, de repères fiables
sur laquelle on peut construire, puis avancer en toute confiance, puis avancer dans un monde de plus en plus complexe, justement. Et si on détruit ces repères-là, et si on les balaye du revers de la main, eh bien, on se retrouve dans un néant. On se retrouve dans un chaos. Et un chaos, ou le chaos, c'est le terrain idéal pour de la souffrance, pour de la violence, pour de la division sociale, pour régresser sur le plan individuel et social. C'est la première fois que je demande ça, mais s'il vous plaît, si vous sentez que le contenu de cette vidéo-là est pertinent, j'aimerais beaucoup que vous le partagiez. Parce que je pense que plus on est conscient et averti, plus on peut reflexibiliser les dialogues constructifs, bien, plus on va pouvoir avancer positivement ensemble. Puis adresser les défis qu'on a devant nous, utiliser les faits et la science, prendre nos responsabilités individuelles, être courageux, construire le monde qu'on veut en équipe et pas en se divisant.